L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Atlantique Nord, début d'après-midi d'hiver. Le soleil aujourd'hui a décidé de ne pas se lever. La brume est tombée sur l'horizon à la vitesse d'un faucon chassant sa proie. Nous sommes sur un navire dont le pont, humide et glissant, est des plus dangereux pour les marins qui s'affairent dans les cordages et à la poupe. Le Dei Gracia, c'est le nom de ce cargo qui fend les vagues et l'écume, est dirigé par un capitaine respecté de la Navy. Il s'appelle David Morehouse. Il est dans la fleur de l'âge et son œil est si perçant qu'on pourrait presque croire qu'il est un fils de Neptune. C'est d'ailleurs ce que pensent certains de ces hommes, à n'en pas douter, lorsqu'on observe les regards emplis d'admiration qui se posent sur l'élancé gaillard. Le temps, quand il est changeant, cependant, commence à lui donner des rhumatismes, aux mains surtout. Son rôle est de vérifier que tout se passe convenablement. Malgré le brouillard si épais qu'il pourrait en son sein dissimuler les pires démons des mers, Morehouse se décide à sortir de sa torpeur. Dans un grincement strident, la porte de sa cabine s'ouvre et sa silhouette, immense, attire immédiatement l'attention de l'équipage. C'est au milieu du pont que l'attend son second, Oliver Deveau. Un marin aussi expérimenté que lui, mais qui, physiquement, est aux antipodes. Deveau est l'homme des basses besognes, des punitions, des engueulades. Il le porte sur ses épaules rabougries, comme usé par le sel des océans. Ses mains calleuses pourraient vous assommer un requin sans le moindre effort. Ses yeux, enfoncés dans des orbites qui semblent se cacher au plus profond de son crâne, sont à l'affût du moindre mouvement. Ni la brume, ni l'obscurité n'ont le moindre effet sur ce qu'il est en capacité d'apercevoir. Leur tandem est l'un de ceux qui fonctionnent le mieux au sein de la marine marchande de Sa Majesté. Sur le Dei Gracia, leur objectif commun est d'atteindre la côte portugaise en provenance de la mer des Açores. Ils ont une cargaison à décharger et des espèces sonnantes et trébuchantes à encaisser. Mais en attendant, ce matin d'hiver est annonciateur des pires malheurs. La mer est en colère, grondant et remuant avec une ardeur bien particulière. Morehouse et Deveau ne sont pas rassurés. Alors qu'ils sont les premiers à blaguer d'ordinaire, leur mine exprime une inquiétude partagée par les marins. C'est au milieu de ce silence assourdissant que le timonier, tout là-haut, s'écrie « Navire à bâbord, monsieur Deveau! Navire à bâbord !» En un instant, le second se précipite du côté gauche de la coque et attrape dans la poche de son manteau d'officier sa lunette qu'il déploie. Du regard, il cherche à lire quelque chose sur la coque. Impossible. Impossible, il est trop loin. Il s'adresse alors au timonier. « Jones! Jones de là-haut, est-ce que vous apercevez un nom ?» Ce sera chose faite, en l'espace de quelques secondes. À l'extrémité, il y a un nom ajouté à la peinture fraîche et que le marin connaît bien. Il se retourne dans un grand sourire vers son capitaine qui attend, droit comme un i, les informations récoltées par le briscard des mers. « Capitaine! Capitaine, c'est le Marie Céleste !» À la bonne heure. Morehouse a mangé à son bord le mois dernier. Voilà de bonnes retrouvailles en perspective. Pourtant, tout au fond de lui, le capitaine ressent une angoisse. Une angoisse à laquelle il ne prête d'abord guère attention. Il devrait pourtant. Nous sommes le mercredi 4 décembre 1872. Les vents se lèvent sur l'Atlantique Nord. Il est un peu avant 13 heures. Et c'est l'heure H de mon histoire. Cette appréhension que ressent le capitaine est bientôt partagée par le reste de l'équipage et par Deveau. Tous se concentrent sur les mouvements du Marie Céleste. Il s'approche à une vitesse somme toute particulière et surtout, suit une trajectoire sur les eaux qui interroge. Il zigzague. Morehouse est circonspect, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le sourcil gauche levé, il interroge du regard son second, qui lui se contente de hausser les épaules en signe d'incompréhension. Voilà qui est étrange, pour le moins. Il connaît le capitaine du navire en face, oui. Serait-il un homme de farce ? Peut-être après tout. La dernière soirée en sa compagnie fut délicieuse. Il lui a raconté qu'il allait embarquer avec un équipage réduit, 7 marins seulement, et surtout, sa femme et sa fille l'accompagnent. Oh, les anciens auraient parlé de malédiction en évoquant la présence de femmes sur un tel bâtiment, mais les temps changent. Et peut-être bien, après tout, que le capitaine veut faire une blague à son vieil ami Morehouse qui l'aura reconnu. Pourtant, si tel n'est pas le cas, le capitaine sent une décharge de frissons lui parcourir le dos. Alors d'une voix blanche, il s'adresse au timonier. « Envoyez un signal, monsieur Jones, je vous prie. » Le marin ne se fait pas prier pour obéir. Les secondes qui s'écoulent après le signal envoyé paraissent être une éternité aux officiers présents sur le pont. Et ceux qui se trouvent en hauteur ont beau écarquiller les yeux, rien n'y fait. Le Marie Céleste ne répond pas. Allons bon. « Eh bien, renvoyez un signal, monsieur Jones !» Cette fois, l'impatience se teinte d'inquiétude. Toujours rien. L'espace d'une seconde, Morehouse semble perdre son flegme légendaire. Son regard se porte vers son second, Deveau. Peut-être a-t-il deviné quelque chose. Il peut toujours rêver. Son interlocuteur, la mine grave, a rangé ses mains dans ses poches. Un signe qui témoigne chez lui de l'incompréhension la plus totale. L'équipage ne sait pas quoi faire. Et le Marie Céleste, lui, zigzagant sur l'écume, arrive dans leur direction. La dizaine de kilomètres qui les séparent est vite parcourue. En mer, la distance n'a rien à voir avec la perception qu'on peut en avoir une fois le pied à terre. Le temps passe vite, très vite, lorsqu'on survole les vagues. Le navire qui ne répond pas est donc en train d'arriver précipitamment sur eux. Morehouse, par sécurité, a fait bouger le cargo qui lentement se dévie de la trajectoire du brick fou. Plus il s'approche et plus les lunettes peuvent, au travers de la brume, tenter d'apercevoir ce qu'il se passe à bord. Et ce qu'ils effleurent du regard, assurément, est pour le moins troublant. Ils ne voient personne, pas un seul marin sur le pont. Des cordages détachés, des voiles pour certaines trouées, des tonneaux qui roulent, mais pas un signe de vie. Plus le temps passe et plus le capitaine Morehouse commence à croire à une mauvaise plaisanterie. Il n'en est pas certain, mais Deveau s'avance à dire que le gréement est abîmé. D'ailleurs, si les voiles de poupe sont bien là, celle de la proue semble inexistante. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Deveau ?» s'exclame le capitaine d'un ton agacé. Le second, bien entendu, n'a rien d'autre à répondre qu'un pénible silence. Le Marie Céleste, maintenant, est presque au contact. Les cordages se balancent dans le vent et la coque, frappée par les vagues, crisse et bruisse dans ce qui ressemble à un rire démoniaque. 100 mètres à bord, sans cap ni but. Le navire, poussé par le vent, se dirige vers les abîmes. Mais le capitaine Morehouse, lui, est bien aux commandes de son équipage. Et celui à la manœuvre sur le navire d'en face est un de ses amis. Il doit donc agir. Le problème, c'est que plus les bateaux se rapprochent, et moins ses idées sont claires. Le cœur battant au coin de ses tempes, il est raide et sec comme à son habitude. À la différence que cette fois, il semble planté sur le pont, comme un mât serait venu se rajouter à un ensemble hétéroclite. Alors qu'il lui est impossible d'élaborer dans son esprit un raisonnement logique, il est donc totalement illusoire d'espérer construire un plan d'action. L'échine hérissée, il tente une dernière fois de comprendre. Il va bien falloir faire quelque chose, c'est une évidence. Tous les yeux terrorisés de l'équipage sont tournés vers lui. Parce que le boss, c'est lui. Il lui revient d'impulser le mouvement. Mais il en est incapable. Alors, Deveau, discrètement, s'approche de lui
et lui glisse à l'oreille. « Capitaine, ne devrions-nous pas… » Devant eux, le brick passe à leur niveau sans un signe. Les paroles de son second ramènent Morehouse à la vie. Dans ton ferme, enfin, il mène la charge, assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Monsieur Deveau, prenez vos affaires et emmenez avec vous Monsieur Wright. Nous allons aborder le Marie Céleste. » À la fin de sa phrase, l'une des voiles du navire claque au vent, comme un avertissement de Neptune. Attention, capitaine Morehouse, parfois, il vaut mieux s'abstenir de prendre des décisions hâtives. Et la mer, dans le cas présent, ne sera d'aucune aide. Au contraire, c'est elle qui, jalousement, cherchera à garder pour elle ses pires secrets. En l'espace de quelques minutes, les deux navires se retrouvent bord à bord. L'ambiance dans le cargo est très lourde, voire morbide. Personne ne parle. Et surtout pas les deux hommes qui s'y retrouvent avec une corde autour de la taille afin de passer d'un navire à l'autre. Deveau est comme un fou. Lui, le second, doit se taper la sale besogne, emmenant avec lui l'un de ses plus proches collaborateurs, le pauvre Monsieur Wright, qui, lui non plus, n'a rien demandé. Morehouse, les yeux dans le vague, donne le signal du passage. Le brick, de l'autre côté de leur navire, les deux mâts dans le vent, semble les attendre. La coque craque, les tonneaux ne roulent plus, les cordages non plus. Tout est immobile. Le calme avant la tempête. Avant le piège, plutôt, pense Deveau, le nez au-dessus des vagues menaçantes qui tournoient autour d'eux. Wright et sa barbe blanche, tout comme lui, claquent des dents. Cette aventure est aussi pour ce vieux loup de mer quelque chose qui dépasse l'entendement. Oh, des histoires de navires fantômes voguant sur les océans, il en a entendu raconter depuis toujours, durant toute sa longue carrière, mais jamais Wright n'a noté qu'on les arrêtait pour monter à bord. Cela aurait été se jeter dans la gueule du loup. Mais les ordres sont les ordres, dans la Navy autant qu'ailleurs. Le vent tout doucement se lève et retombe, comme s'il jouait avec eux. Neptune, s'il existe, est certainement à l'origine de tout ce cirque. Le clapot des vagues ne cesse de former encore plus d'écume, et les deux bateaux, dans une gigue presque endiablée, se balancent l'un contre l'autre. Morehouse saisit sa montre à gousset. « Allez, messieurs, mais prestement, je vous prie !» Et voilà qu'en moins de temps qu'il faut pour le dire, les deux marins se retrouvent les deux pieds posés sur le pont du brick, tout près du gouvernail. Ils n'y trouvent rien d'autre que le vent et que des voiles déchirées. Mais que s'est-il donc passé ici? La réponse? Ils vont devoir la trouver. Le capitaine Morehouse, lui, s'en est retourné dans sa cabine. Il ne peut pas supporter plus longtemps la tension ambiante qui règne. Wright et Deveau se retrouvent donc livrés à eux-mêmes sur un bâtiment qui ne montre plus aucun signe de vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est particulière. Deveau remarque directement que le gréement est bien abîmé. Des cordages virevoltant de chaque côté. C'est un signe d'abandon manifeste. Cela, cependant, semble récent. Les pieds de plomb, les deux hommes avancent le long du pont et manquent à plusieurs reprises de se prendre les pieds dans les cordages. Les écoutilles, elles aussi, témoignent d'une manipulation humaine récente. Pas tellement compréhensible, cependant. La principale est verrouillée. Les deux autres, au contraire, sont ouvertes. Aucune logique, pense Wright en grommelant dans sa barbe pleine de sel. Le navire semble inhabité. Lui qui pensait y trouver des corps commence à frémir. Il n'y en a aucun. Le pont est propre comme un sous-neuf. Et puis, viennent les premiers éléments de réponse. Le brick disposait d'une embarcation de sauvetage qui manque à l'appel. Elle a disparu. Vous avez dit bizarre? Alors que Wright inspecte le pont, il se rend compte que le compas a lui aussi disparu. Deveau, de son côté, a décidé de s'enfoncer à l'intérieur du rafio. Et il ne va pas être déçu. Une canne de sondage jetée à côté des doubles portes donnant accès à la cale ne lui paraît pas suspecte. Enfin, du moins,
avant de descendre dans les entrailles du Marie Céleste. L'eau dans les cales s'est infiltrée et le navire est descendu de plus d'1 mètre dans l'océan. Les dégâts sont déjà très importants sur la coque. Cependant, Deveau, en bon loup de mer, note directement que si ce souci est problématique, il n'est en rien exceptionnel. Au contraire, un bateau de cette envergure, même avec une telle fuite, aurait tout à fait pu rentrer au port le plus proche afin d'y subir les réparations nécessaires. Cela pousse donc Deveau à chercher plus loin. Les cabines. C'est la zone dans laquelle sont d'habitude cachés les trésors. Assurément, s'il y a des indices à trouver, c'est ici qu'ils seront. Le second ne croyait pas si bien dire. Dans la cabine du capitaine, il trouve un journal de bord abîmé par l'humidité, mais encore tout à fait lisible. La dernière mention couchée sur le journal remonte à plus d'1 semaine. 9 jours, pour être exact. Daté de 8 heures du matin, l'entrée note que le navire se trouvait à ce moment à environ 40 milles de la position actuelle. Dans la mer des Açores, rien à signaler de particulier dans cette zone. Tout semblait aller pour le mieux. Les appartements du capitaine du Marie Céleste, là où 1 mois auparavant Morehouse avait dîné avec les officiers du navire fantôme, sont en bon ordre. Contre la paroi, un piano ouvert pourrait presque laisser croire que les dernières notes ont été jouées il y a peu de temps. Un sabre magnifique, ouvragé et doré, est posé dessus. Il est dans son fourreau. Deveau remarque qu'il manque tout de même les documents relatifs à l'identification du navire et les instruments de navigation personnels du capitaine Briggs. Wright, de son côté, est allé jusqu'aux cuisines. Et là, sa surprise est totale. Les ustensiles y sont rangés avec soin et surtout, que de provisions. Il se croirait à Byzance. Il y a de tout et surtout en abondance. Oh, quelle affaire! Ah, c'est à n'y rien comprendre. Que penser devant une telle démonstration d'ordre et d'opulence? Bon, certainement pas qu'il y a eu une scène de violence ou une explosion. Wright et Deveau se retrouvent certainement soulagés de ne pas avoir été les découvreurs d'une scène d'horreur. Hormis les instruments de navigation du capitaine, les documents officiels et une chaloupe, tout semble être resté là. La situation pour les 2 hommes est claire. Les habitants du Rafio ont pris précipitamment leurs jambes à leur cou pour une raison inconnue, sautant dans une chaloupe et mettant le cap vers la terre la plus proche. Le canot s'est sans doute perdu en mer ou s'est renversé, et ainsi se sont terminés avec tristesse leurs existences. Il faut maintenant remonter à bord de leur cargo et avertir le capitaine Morehouse de leur découverte. Dans sa cabine, un verre de rhum à la main, ce dernier, le regard posé sur les vagues, attend les nouvelles avec une impatience non dissimulée. Merci, messieurs, et pour votre apport et pour votre courage. Vous pouvez y aller, White. Deveau, restez. Nous devons parler de la suite. La suite? Deveau voit bien où le capitaine veut en venir. Être le découvreur d'une épave en mer, ce n'est pas rien. Il y a de quoi se faire un joli paquet de pognon. Comment et pourquoi? Eh bien, les lois maritimes sont bien faites. Voilà tout. En réalité, à l'époque, lorsqu'un marin sauvait un navire en perdition et qu'il le ramenait entier dans un port, il touchait une part importante, près de la moitié, de la valeur de la marchandise et de celle du navire en tant que tel. Le tout évalué après l'élaboration d'un taux calculé selon le risque de l'opération. Morehouse réfléchit. Il dispose de 8 hommes. Ouais. C'est peu. Et c'est un risque de diviser son équipe en 2. Mais Deveau est un bon marin, à n'en pas douter, et lui peut espérer atteindre Gibraltar en quelques jours, en un peu plus d'1 semaine, si tout se passe bien. Il ne lui faut pas beaucoup de temps pour réfléchir, dès lors qu'il prend connaissance des enjeux. Deveau, prenez Wright et 2 autres marins de votre choix. Je vais rester ici et vous commanderez le Marie Céleste. Nous rentrons à Gibraltar. La messe est dite. Le second s'exécute sans attendre et le voilà bientôt à la barre de ce navire de malheur. La traversée sera difficile. Morehouse arrivera à bon port avec plus d'1 journée d'avance. La raison? Une nappe de brouillard, de manière inexplicable, a suivi le navire fantôme, handicapant son avancée. Était-ce la malédiction encore?
Ce ne sera que le 13 décembre que Deveau mettra pied à terre et que la justice maritime, elle, saisira le navire. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer pour le Marie Céleste. La recherche de la vérité, en premier lieu. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se penche sur le Marie Céleste, navire connu comme l'une des légendes maritimes les plus inexplicables. Repéré par le capitaine Morehouse et son cargo, le bateau, voguant dans l'Atlantique tel un fantôme, est exploré par l'équipage. Mais vidé de ses occupants et délesté d'une chaloupe, il ne livre aucun secret au premier abord. Ramené à Gibraltar par ses sauveteurs, il est saisi par la justice maritime qui doit déterminer ce qui doit l'être, et notamment combien d'argent Morehouse et les siens vont pouvoir en réclamer. Au bout du chemin se dessine peut-être la vérité. Nous sommes le 17 décembre 1872. Les choses sont allées vite et ce matin, à Gibraltar, dans une ambiance électrique, se tient l'audience qui vise à tenter de déterminer ce qui a bien pu se passer sur le Marie Céleste. Les deux hommes dont dépendent le résultat de l'enquête sont ceux qui représentent l'autorité sur l'île. Le juge s'appelle Cochrane et le procureur général, M. Soliflood. Le capitaine Morehouse est présent et c'est lui qui ouvre les hostilités aujourd'hui. Son témoignage, bien entendu, est capital et attendu. C'est lui qui, en grande partie, est en mesure d'apporter des éléments. Le grand et charismatique officier, chaussé de bottes, est très élégant. L'éclat de ses épaulettes illumine la salle sombre et insipide. Le procureur général, lui, est un homme reconnu pour son étroitesse d'esprit, conjuguée avec le fait que la remise en question est chez lui un concept totalement inconnu. Les premiers échanges, donc, sont déjà particulièrement orientés. Le fait que Morehouse et ses hommes soient les héros de l'histoire ne fait aucun doute. Mais le procureur, lui, est persuadé d'autre chose. Au bout de quelques questions bien senties, il tourne immédiatement l'interrogatoire à son avantage. Dites-moi, capitaine, qui sont les hommes qui sont montés à bord du navire en perdition ? Mon second Deveau ainsi que M. Wright. Bien. Faites-les amener, je veux pouvoir les entendre. La cour au départ ne comprend pas l'intérêt d'une telle demande aussi vite, mais le procureur sait pertinemment où il veut en venir, alors qu'il n'a même pas encore tous les éléments en main. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'une mutinerie est à l'origine de ce qu'il s'est passé sur le Marie Céleste. Et il va tout faire pour montrer qu'il a raison. Flood entend donc les deux marins et, très vite, il impose sa conclusion. La presse parle déjà de mutinerie le 21 décembre. 4 petits jours, et la messe est dite. Pour étayer ses propos, l'homme de justice ordonne que le 23 décembre, le bateau soit passé au peigne fin. Ce qu'il trouve les encourage dans cette voie alors que rien ne peut laisser croire à une mutinerie. Les découvertes se résument à quelques entailles, sans doute faites par un couteau au niveau de la proue, et des traces relevées sur le bastingage, qui semble être du sang. En réalité, c'est assez fantaisiste, de l'aveu même du capitaine Morehouse. Mais lui, comme les autres, n'a pas le choix. Il faut se ranger derrière la décision de justice. Ainsi, le 22 janvier, le rapport d'enquête est transmis à Londres, avec des conclusions qui poussent dans le sens d'un soulèvement des marins après une soirée bien arrosée. Ils auraient ainsi tué les officiers avant de prendre la chaloupe et la poudre d'escampette. La conclusion est tragique, mais repose cependant sur peu de preuves. Alors vous allez me dire que cela n'interfère en rien sur le sort des découvreurs, Morehouse en tête.
Et vous avez raison, à première vue, non. Non, mais voilà, dans son rapport, le procureur insinue au contraire que le capitaine cacherait quelque chose. Selon lui, il serait impossible qu'un navire puisse voguer aussi loin sans équipage si l'on s'en réfère au carnet de bord retrouvé. Et donc, soit l'équipage du Dei Gracia cache quelque chose, soit ils ont trafiqué le journal. Rien que ça. Les oreilles de Morehouse et de ses hommes, donc, commencent sérieusement à siffler. Mais à la suite de plusieurs rebondissements, le Marie Céleste est finalement libéré par Flood à la surprise générale le 25 février. Le résultat des analyses démontre finalement que le procureur avait tort. Mais, bien trop fier pour reconnaître sa faute, le vil personnage se garde bien d'annoncer les résultats. Les taches de sang ne sont en réalité que de la rouille. Et les entailles dans la proue sont les conséquences de l'effet de la mer sur le bois. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une action humaine. Enfin voilà le navire rendu au copropriétaire de la carcasse, un Anglais du nom de Winchester, associé de Briggs, qui était à la tête du navire et qui est toujours porté disparu. Un peu plus de 2 semaines plus tard, un nouvel équipage est recruté et le Marie Céleste est de retour sur les mers. Oui, et la récompense, allez-vous me dire? Elle n'est fixée qu'au mois d'avril et accorde au découvreur la somme de 1500 livres de l'époque, soit environ 1/5 de la valeur de la marchandise et du navire. L'opinion s'attendait à ce que ce soit 2 ou 3 fois plus. Un véritable camouflet. Cochrane, qui dirige la cour, est particulièrement acerbe envers Morehouse et les siens. Le capitaine a placé Deveau à la tête de son équipage sur le cargo afin de faire livrer sa cargaison. Lui est resté à Gibraltar à la disposition de la cour, mais la décision d'envoyer au loin les autres témoins trouble le magistrat, qui se venge donc en ne lui accordant que peu d'argent en retour. Pire, Cochrane ira plus loin. Il est persuadé même que Morehouse est à l'origine d'un crime abject. Selon lui, le Marie Céleste serait tombé dans les griffes de l'équipage et ses occupants auraient été passés par-dessus bord. Ce n'est pas la seule des théories de ce genre en vigueur. Elles sont nombreuses et accrochez-vous, puisqu'il se pourrait bien que Morehouse, finalement, ne soit pas si blanc comme neige dans cette histoire, à moins que l'affaire ne soit paranormale ou météorologique, qui sait. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H se concentre sur l'un des mystères marins les plus connus de l'histoire, celui du Marie Céleste. Un brick composé d'un équipage de 7 marins et de la famille du capitaine. Ce dernier, un mois avant que son navire ne soit retrouvé à naviguer sur les flots, a dîné avec Morehouse. Et tout allait bien. La question au centre de toutes les attentions depuis 1872 est pourtant limpide, claire. Que s'est-il passé? Attaque de pirates? Enlèvement? Tempête? Malédiction? Les hypothèses sont nombreuses et tout ou presque font froid dans le dos. Nous sommes dans les rues malfamées de Londres, en janvier 1884. Arthur Conan Doyle est un jeune homme de 25 ans. Bientôt, il sera l'un des auteurs les plus lus et connus de tout le royaume. Mais en attendant, il n'est pas encore en mesure de voir la célébrité poindre le bout de son nez. Il est un jeune médecin de la marine. Il écrit pour son plaisir et, depuis quelques semaines, publie au sein du Cornhill Magazine, en plusieurs épisodes, le récit mythique du Marie Céleste. Cette histoire l'a terrorisé lorsqu'il l'a entendu pour la première fois dans une des tavernes qu'il était amené à fréquenter le soir venu. Pour des raisons évidentes liées à son métier, Conan Doyle s'est refusé à écrire sous son propre nom. Il s'est caché derrière l'anonymat. Il en a été frustré au départ, mais maintenant, il s'en est particulièrement bien accommodé.
Après tout, la célébrité se gagne aussi par l'intrigue et le questionnement. Mais qui se cache donc derrière ces récits? C'est la question qui circule sur les lèvres des Londoniens à la lecture des articles qu'il a pu rédiger. Et aujourd'hui, va être publié le paroxysme de l'histoire, l'assassinat du capitaine par son équipage. En sifflotant, Doyle attrape son chapeau et sort dans le froid glacial du début d'année. Le smog l'enveloppe tout à fait et il part à la recherche de son petit vendeur de journaux. Il ne tarde pas à mettre la main dessus et lui achète un exemplaire à la va-vite. Derrière sa moustache déjà bien épaisse se cache un sourire satisfait. Conan Doyle est à 1000 lieues d'imaginer l'ampleur que va prendre sa version du récit du plus célèbre des bateaux fantômes. Le seul problème, c'est qu'il est totalement fantaisiste, et donc qu'il va ancrer dans les mentalités des idées reçues difficiles à modifier. En effet, dans le développement de son histoire, Conan Doyle n'hésite pas à changer le nom du navire, transcrivant le nom Mary à la française en Marie, et surtout en changeant le nom d'un capitaine. Tibbs, c'est son nom. Se serait fait tuer par son équipage, en particulier par un homme, Göring, totalement désinhibé par une haine contre les Blancs. Selon lui, après leurs méfaits, les criminels se seraient sauvés en direction des côtes africaines. Je vous passe ici le récit de tous les rebondissements, évidemment, mais d'autres éléments de contexte, cette fois, ne collent pas avec la véritable histoire. Doyle parle d'une traversée allant de Boston à Lisbonne et surtout de l'année 1873, ce qui, nous le savons, n'est pas réel. Sa version des événements va tellement prendre de l'ampleur que le consul américain à Gibraltar, Sprague, ouvre une nouvelle enquête, juste histoire de vérifier que les événements n'ont pas pu se passer comme le romancier les a décrits. C'est dire. Mais la réponse est non, il n'en est rien. Bien plus tard, d'autres versions fantaisistes, elles aussi, vont cohabiter à propos de la tragique escapade du Marie Céleste. Publication d'un récit prétendument rédigé par un unique survivant qui stipule que tout le monde se serait fait dévorer par des requins. Un équipage qui, par magie, aurait pu embarquer à bord d'un navire à vapeur abandonné rempli de pièces d'or. Une attaque de calamars géants, bref, vous l'aurez compris aisément, les inventions et hypothèses pour tenter d'expliquer l'inexplicable sont bien nombreuses. Certains sont même allés plus loin, et le paranormal est aussi entré dans la danse pendant un temps, au sujet de cette affaire décidément bien nébuleuse. Capture de l'équipage par des ovnis. Intervention mystique fantomatique, résurgence de l'Atlantide ou phénomène de disparition lié au célèbre Triangle des Bermudes, pourtant situé très loin de la zone de navigation du navire. En bref, tout y passe. Cela rend des plus difficiles la possibilité de comprendre ce qui s'est réellement passé entre les vagues de l'Atlantique Nord. Mais au fond, est-il envisageable réellement de comprendre ce qui a pu se passer ? C'est loin d'être certain, vous pouvez me croire. Heureusement, certaines études plus sérieuses se sont penchées sur le phénomène et ont tenté par là même de nous fournir des éléments de réponse. La première des éventualités est celle liée à une catastrophe naturelle. Lorsque deux veaux montent sur le pont, ils trouvent la canne de sondage posée contre la coque et extrapolent sa trouvaille en arguant qu'une défaillance des pompes du navire serait à l'origine de son abandon par son équipage. D'autres évoquent la crainte de percuter un récif, la présence d'un iceberg, ce qui, disons-le, est assez fantaisiste, ou bien la formation d'une trombe, un entonnoir d'eau et d'air en rotation pour expliquer l'abandon du bâtiment. Toutes ces explications sont plausibles, mais démontables. Si le navire évitait la déportation vers un récif avant l'abandon par l'équipage, toutes ces voiles auraient été déroulées dans l'optique d'être portées par le vent. Ce n'est pas le cas lorsqu'on retrouve le vaisseau. Un iceberg. Il aurait été signalé par d'autres capitaines de vaisseaux se trouvant dans la zone. Ces hypothèses sont toutes questionnables, comme vous le voyez. Toutes, sauf une. Celle de la trombe marine.
Une autre option est celle d'un abandon du navire en raison d'un risque d'explosion de la cargaison ou d'un passage par le fond pour une raison ou une autre. Certains évoquent même, pour expliquer cet abandon rapide, un tremblement de terre par exemple. Mais bon, ça ne colle pas tout à fait, encore une fois. En effet, Briggs est assez expérimenté pour savoir qu'une chaloupe est bien souvent moins sécurisante sur les mers qu'un navire, même défaillant, même endommagé par une explosion. Mais alors, que s'est-il passé si la nature n'y est pour rien ? Il faut nécessairement se tourner vers l'hypothèse d'une intervention humaine, et donc criminelle. Lorsqu'on étudie la possibilité d'un acte criminel, deux options s'affrontent. Soit les officiers et le capitaine ont été tués par un équipage ivre ou délirant, soit les meurtriers sont à chercher ailleurs. Et si Morehouse et l'équipage du cargo étaient les coupables dans cette sordide affaire ? Ne soyez pas étonnés, l'hypothèse est toujours d'actualité aujourd'hui. Morehouse aurait pu faire monter l'équipage du Marie Céleste à bord avant de les envoyer par le fond. Pour quelle raison ? Difficile à dire. Rancœur ou à cause du nerf de la guerre, l'argent ? Tout est possible lorsqu'on étudie cette piste. Mais disons tout de même que les objets de valeur de l'équipage du Marie Céleste ont été retrouvés à son bord, excluant ainsi un mobile lié à la cargaison et par là même, excluant aussi une hypothétique attaque de pirates. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse que Morehouse aurait été attiré par une prime offerte aux sauveteurs, ou que le meurtre serait lié à une sombre affaire d'assurance. Pour le dire sobrement, et comme vous pouvez le comprendre par vous-même, rien n'est clair dans cette affaire. Près de 150 ans après les faits, il est très difficile de pouvoir démêler le vrai du faux. Quoi qu'on en dise et quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le mystère du Marie Céleste, depuis qu'il s'est produit, est au cœur de la culture populaire. Le navire est devenu parmi les plus célèbres de l'histoire maritime, faisant même son apparition au sein de la célèbre série Doctor Who, au détour d'un épisode. Le navire récupéré a donc eu une fin de carrière particulière, comme nous avons pu le voir. L'épave fut conduite au chantier naval de New York, où elle eut le privilège de subir une reconstruction avant de s'échouer définitivement quelques années plus tard. Le poids de la malédiction, certainement. Quoi qu'on en dise, le Marie Céleste est aussi l'un des derniers grands mystères maritimes. Ce n'est d'ailleurs pas le seul bâtiment à avoir été retrouvé vide de ses occupants, naviguant seul sur les mers agitées du monde. Mais la complexité de son histoire en fait le cas le plus célèbre. Il n'est pas non plus le seul à être au cœur d'histoires de malédictions imposées par l'océan. Comment ne pas penser dans le cas présent au Titanic, alors que le sous-marin, le Titan, a subi le courroux des éléments en approchant de l'épave du célèbre paquebot. Alors, les malédictions en haute mer seraient-elles réelles ? Je vous laisse le soin d'apporter une conclusion à cette affaire dont il vaut mieux assurément ne pas s'approcher de trop près, au risque là aussi d'être emmené dans les profondeurs des abîmes. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation extraite d'un ouvrage portant sur la question de ces navires fantômes. Brian Hicks, c'est le nom de l'auteur, s'intéresse bien entendu au mystère du Marie Céleste dans son ouvrage Ghost Ship, qui fit sensation lors de sa sortie en 2004. Au sujet de ce brick, entré dans les annales de la marine, il couche sur le papier ces quelques mots. Il n'y a jamais eu un consensus clair sur l'un ou l'autre scénario. C'est un mystère qui a tourmenté d'innombrables personnes, dont les familles des marins disparus et des centaines d'autres qui ont tenté en vain de résoudre l'énigme. Le vaisseau fantôme est peut-être la meilleure démonstration du proverbe qui veut que la mer ne révèle jamais ses secrets. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà pour ce récit mouvementé que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.